Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement politique en République démocratique du Congo. Le ministre Pierre Kangoudia reste au gouvernement et démissionne de l'UNC mené par Vital Kamerhe. Lancement au Burkina Faso d'un programme spécial d'électrification rurale, une initiative qui devrait permettre à 22 000 foyers d'avoir accès à l'énergie d'ici 2025. Et à la découverte du bonnet traditionnel du Niger, une exposition qui se tient à Niamey retrace l'histoire de cet accessoire, considéré comme une marque de respect dans la société. Mais tout d'abord au Burundi, le projet de révision constitutionnelle a été adopté le 24 octobre en Conseil des ministres. Les modifications apportées à la loi fondamentale prévoient notamment l'élection du président pour un mandat de 7 ans renouvelable avec 2 mandats successifs autorisés. Ce texte pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza, dont le 3e mandat est contesté, de briguer un 4e mandat en 2020. Un référendum constitutionnel est prévu au plus tard au cours du premier trimestre 2018. Pierre Kangoudia a tranché entre l'UNC, le gouvernement. Le ministre du Budget de la République démocratique du Congo a décidé de rester dans l'équipe du Premier ministre Bruno Tshibala, et ce malgré l'ordre de démission donné le 23 octobre par le bureau politique de l'UNC entre Vital Kamerhe et Pierre Kangoudia. Le divorce est désormais acté. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Il ne démissionnera pas de l'exécutif, comme le lui recommande l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, qui l'a mandaté dans le gouvernement dirigé par Bruno Tshibala, où il occupe le poste du ministre d'État en charge du budget. Devant la presse ce mardi 24 octobre 2017 à Kinshasa, Pierre Kangoudia, un bras droit de l'ex-président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, a plutôt décidé de démissionner de son parti et garder son fauteuil au gouvernement. Cet empressement qui frise un acharnement sur ma personne, ma modeste personne, m'a fait voir la gravité de la décision à prendre en cas de ma démission. En guise d'illustration, comment peut-on justifier mon retrait seul, tout en laissant le représentant de mon parti continuer l'exercice de ses fonctions à la CENI? Dans ce contexte, je refuse, pour satisfaire les intérêts égoïstes et personnels de certaines personnes, de créer inutilement une crise au sein du gouvernement. Le bureau politique de l'UNC a pris la décision de se retirer du gouvernement le lundi 23 octobre 2017, estimant que l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre est biaisée et ne permettra pas la tenue des élections en décembre 2017, comme stipulé dans l'accord. Compte tenu du fait qu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre, après concertation avec le camarade Pierre Kangoudia Mbayi, la direction politique nationale de l'UNC décide le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement en la personne de M. Pierre Kangoudia Mbayi, ministre d'État au budget. L'affaire Pierre Kangoudia et l'UNC remet sur la place publique la question relative au respect du mandat accordé à un délégué dans les institutions de l'État. Devra-t-il perdre son poste dès lors que le parti le lui demande, si la question est bien définie au Parlement, ou un député élu sous le label d'un parti garde son mandat même s'il est déchu du parti et le perd s'il démissionne de lui-même? Pour les autres institutions, un flou est entretenu. Une situation qui facilite, selon de nombreux observateurs, les dédoublements des partis politiques qui sont légion dans le pays. Au Cameroun, le gouvernement a annoncé le 24 octobre à Yaoundé la suspension des activités de l'ONG International Crisis Group. Cette décision est la conséquence des 2 derniers rapports publiés par l'ONG qui imputent la responsabilité de l'enlisement de la crise anglophone au gouvernement. Des accusations que les autorités camerounaises réfutent totalement. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken.
Un autre rapport alarmant sur le Cameroun. Cette fois, il s'agit de celui de l'ONG International Crisis Group qui pointe le risque d'une insurrection armée dans la partie anglophone du pays. Selon le porte-parole du gouvernement, ce rapport contient des contre-vérités, ce d'autant plus que cette ONG s'est livrée à un véritable réquisitoire à charge composé de faits et d'accusations sans aucun fondement. Pour Issa Chiroma Bakari, il s'agit là d'un prétexte pour la déstabilisation du pays. Nous avons affaire à une coalition ennemie, liguée contre notre pays et dont la question anglophone, après Boko Haram, n'est qu'un prétexte commode pour détruire notre édifice national et installer les conditions favorables à la satisfaction de leurs intérêts. Pour le porte-parole du gouvernement, ce rapport manque d'objectivité sur une observation et une analyse contradictoire de la situation, ce qui tend à confirmer la thèse du complot dont le seul but est de faire main basse sur les richesses naturelles du pays. Cette coalition, disais-je, doit savoir que le peuple camerounais n'est pas dupe de leur collusion et de leur visée déstabilisatrice. Tous unis, vent debout, pour éventrer, tailler en pièces cette conspiration ourdie par des prédateurs qui ne rêvent que de faire main basse sur nos richesses naturelles et qui, pour ce faire, se servent de ces ONG dans le but de déstabiliser et de faire régner le chaos dans notre cher et très beau pays. Depuis le début de la crise anglophone, de nombreuses ONG de défense des droits de l'homme se succèdent avec des notes d'information à charge contre le gouvernement. Ils dénoncent une mauvaise gestion de la crise par les autorités. Le Burkina Faso prévoit d'électrifier 22 000 foyers ruraux d'ici 2025. Pour parvenir à cet objectif, l'exécutif a lancé le 21 octobre un programme spécial d'électrification rurale, une opération estimée à 25 milliards de francs CFA, soit près de 44 millions de dollars pour atteindre un taux d'électrification de 45%. Idlet Merabel-Bissou. Le Burkina Faso a mobilisé 25 milliards de francs CFA pour l'électrification rurale. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, où le taux d'électrification en zone rurale est de 3% contre 60% en milieu urbain, le coût de l'électrification constitue un frein au développement du premier producteur de coton bio en Afrique de l'Ouest. Pourtant, c'est un secteur organisé et géré par les institutions étatiques dans sa majorité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais qui tardent à se concrétiser sur le terrain. Parce que Burkina Faso, quand on parle d'électricité, c'est généralement donc la SONABEL, la Société nationale de l'électricité, qui s'occupe de cette question. Mais ces derniers temps, au niveau rural, donc il y a des stratégies qui ont été développées, notamment donc cette question de l'électrification a été confiée donc à certaines populations, donc qui avaient des initiatives, mais ces initiatives aussi ont montré leurs limites avec notamment le coût très élevé, donc surtout pour le milieu rural, et en plus de cela, le fait que l'électricité n'était pas tout le temps disponible. Donc ça a été une grosse difficulté. Pour améliorer l'électrification en zone rurale, les autorités ont mis en place en octobre 2017 un programme spécial d'électrification. Ce dernier prévoit d'éclairer 189 localités et envisage de créer 1500 emplois directs ainsi que la construction de 1500 lignes électriques. À terme, plus de 22 000 ménages auront accès aux services d'électricité dans les zones reculées du Burkina Faso. Les populations rurales vont donc avoir accès au courant alternatif et continu. Je compte mettre aussi l'accent notamment sur le solaire. Donc, en fait, il y a une agence qui a été mise en place, notamment l'ANERE, Agence nationale de l'énergie, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, qui doit travailler aussi, notamment sur le solaire, afin de mieux électrifier ces zones rurales. Le Burkina Faso veut, à travers cette stratégie, réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés et faire évoluer progressivement le mix de production vers les énergies renouvelables et les importations d'électricité. En vulgarisant l'électricité en zone rurale, les autorités prévoient d'atteindre un taux d'électrification de 45% à l'horizon 2025. La capitale du Niger, Niamey, abrite jusqu'au 10 novembre une exposition consacrée au bonnet, un accessoire traditionnel considéré comme une marque de respect dans la société nigérienne. Dans cette exposition, les artistes retracent l'histoire de cet accessoire tout en laissant libre cours à leur imagination. Reportage de notre correspondant, Sadou Alizé Mokhtar. Faire découvrir l'histoire du bonnet et sa place dans la société nigérienne.
C'est l'objectif que vise Alishina Alakaï, artiste plasticien, et la photographe Absatou Bagaya. Aussi appelé hula en langue nationale Hausa, le bonnet reste profondément ancré dans le style vestimentaire des Nigériens. Il fait partie intégrante de la tenue des hommes. Le port de bonnet est considéré comme une marque de respect pour soi-même et est perçu comme un signe d'humilité de l'homme. À travers l'exposition dénommée Tagia, il propose une exploration artistique de cet attribut. On peut dire lui, il est gourmanté à cause d'un bonnet. Lui, il est Hausa à cause d'un bonnet. Donc, il y a tellement de choses, les bonnets parlent beaucoup. Loin cependant de se limiter à l'usage purement esthétique dans l'accoutrement, le bonnet a aussi un caractère culturel. Les bonnets en disent long sur les origines ethniques et sociales, parfois même sur l'appartenance à une lignée royale. Il est signe de noblesse dans beaucoup de sociétés africaines. Quand je suis partie à la découverte de ce hula, je me suis rendu compte qu'en fait, il est fascinant. D'abord qu'il y a un grand travail d'artistes, d'artisans qui se fait. Les bonnets sont aux formes, aux tailles, aux couleurs et aux motifs divers. Chacun d'entre eux ayant une signification précise. À travers le port du bonnet, c'est des messages qui sont véhiculés. Dans certaines sociétés nigériennes, le hula est incontournable pour un habillement réussi. À travers cette exposition qui va durer jusqu'au 7 novembre 2017, ces artistes plasticiens entendent faire connaître l'histoire du bonnet, lourd de sens et sa place dans la société nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.